La pause café, chaque jeudi, avec Fanny Griesmer. Je suis très heureux de vous retrouver, Fanny. Je suis très heureuse également. On va parler aujourd'hui d'un sujet sur la parentalité. Hein, c'est ça, il y a ceux qui ont C'est un petit peu détourné. Un peu détourné. Il y a ceux qui ont des enfants. Et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas. Et ils ne vivent pas la même vie. Pas vraiment, effectivement. C'est vrai que la crise sanitaire a mis un véritable coup de projecteur sur les difficultés que peuvent rencontrer certains, voire tous les parents en entreprise pour concilier, d'une part, leur vie professionnelle, d'autre part, leur vie personnelle et familiale. C'est vrai que longtemps, la parentalité n'a pas été vraiment considérée au sein des organisations. Alors ça change, mais aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'élèvent, celles des salariés qui n'ont pas d'enfants, des salariés qui s'estiment parfois lésés, la cible d'un certain nombre de préjugés, et cela concerne directement leur flexibilité et leur disponibilité. Alors, salarié-parent, ça peut être aussi un parcours du combattant. Enfin, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est même souvent très compliqué, Oui. C'est une réalité. Personne n'imagine qu'être salarié et parent s'apparente à une véritable promenade de santé, non. Les premiers concernés sont d'ailleurs là pour en témoigner. Selon une analyse de l'enquête emploi menée par l'INSEE en 2018, 61% des parents salariés disaient éprouver des difficultés à concilier travail et responsabilité familiale. Un chiffre qui grimpait à 73% chez les cadres, notamment en raison des horaires de travail assez denses. Mais quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, ce chiffre restait de toute façon supérieur à 50%. Donc tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Et on peut imaginer que la crise sanitaire a exacerbé finalement cette problématique. Ah oui, celle de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les différents temps de vie, en quelque sorte, un équilibre difficile à trouver, un véritable défi pour de nombreux salariés, et en particulier pour ceux qui sont à la tête d'une famille. Ces derniers mois, ils se sont retrouvés sur tous les fronts. On s'en souvient, il y a eu les différents confinements, les couvre-feux, la fermeture des écoles, le télétravail, et puis il a fallu forcément à un moment composer avec le travail d'une part, donc à la maison, l'école à la maison, ou la garde d'enfants d'ailleurs, en même temps. Très compliqué. Alors de nombreux employeurs se sont montrés souvent plus souples vis-à-vis de ses parents salariés, une souplesse d'ailleurs qui a été à l'époque encouragée par le gouvernement, si bien que les salariés sans enfants ont pu avoir le sentiment d'être lésés, de devoir faire des sacrifices qu'on ne demandait pas forcément aux parents salariés, des sacrifices pas toujours justifiés selon eux, les salariés sans enfants. C'est ça le débat. Effectivement, il y a aussi ceux qui sont sans enfants et qui ont leurs problèmes aussi. Vous êtes célibataire, sans enfants. Pour un peu que vous soyez depuis très peu de temps dans l'entreprise, vous cochez quasiment toutes les cases, tous les critères, ou presque, pour être davantage sollicité par vos supérieurs. Il n'a pas d'enfant. Plus tard aussi. Oui, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes plus disponible, vous n'avez pas forcément ces contraintes. L'idée est vraiment tellement répandu que certains d'entre eux, les salariés non parents, ont la fâcheuse impression finalement que leur vie personnelle est mise entre parenthèses, parce qu'effectivement on va avoir tendance à leur asséner ces petites phrases, et ça revient très régulièrement, du type tu n'as pas de contraintes, tu es plus disponible, ou encore le télétravail pour toi c'est facile. Effectivement, quand vous n'avez pas un enfant à côté de vous qu'il faut en même temps, dont il faut s'occuper, ça paraît plus simple, et pourtant on a parlé beaucoup d'isolement, de solitude, bruit. Bien sûr. C'est très compliqué pour tous. Traduction avec ces petites phrases, vous êtes censé accepter tout ce que l'on vous demande, en particulier les réunions tardives ou les urgences, le week-end, toutes les joies de ce type, et que personne ne souhaite avoir à s'occuper. Et puis il y a l'épineuse question, il faut en parler, des vacances. Oui. C'est celle qui m'a inspiré Dernier servi. Cette chronique quelque part. C'est vrai que la question se pose assez peu finalement dans les entreprises qui ne ferment pas pendant la période estivale. Voilà. Pour assurer la continuité dans certains services, normalement, vous ne partez pas tous au même moment. Et finalement, la pause de congé peut se finir à la foire à l'empoigne dans certains cas. Il est un fait, dans l'ordre des départs en vacances, les célibataires sans enfants sont le plus souvent défavorisés au profit de ceux qui en ont. D'abord, qui dit parents dit priorité sur les vacances scolaires, ça semble assez évident. Alors c'est vrai qu'on voit assez rarement les salariés sortir les gants de boxe pour gagner un 15 août, mais la question se pose surtout sur les fêtes de fin d'année que tout le monde souhaite fêter en famille généralement, ou les ponts du mois de mai. Et là, ça peut être source d'affrontement. C'est pas pour vous challenger, mais l'avantage des célibataires, c'est qu'ils prennent leurs vacances en décalé et que les tarifs sont moins chers.
Et voilà, c'est pour ça que je vous dis mais je m'autorise à le dire. Finalement, on se bat assez rarement pour un 15 août. Parce qu'effectivement, si vous voulez engager votre PEL dans votre séjour estival, voilà. Sauf si vous voulez partir avec des amis qui ont des enfants. Voilà, je savais que vous alliez forcément me répondre sur ce sujet. Concrètement, Fanny, juridiquement, qu'est-ce que dit le Code du travail ? Alors, j'ai envie de dire pas grand-chose. En fait, il n'y a pas un cadre strict défini légalement. Il incombe aux responsables de service de régler les éventuels différends, tant est qu'il y en ait. Dans les usages, c'est souvent les parents et les plus anciens d'abord, donc famille et ancienneté. Qui importe. Mais il existe une autre règle, celle du premier arrivé, premier servi. Les salariés vraiment lésés sont au final ceux qui n'arrivent tout simplement pas à prévoir à l'avance. Et la situation familiale ou l'ancienneté, dans ce cas-là, n'apparaît pas alors comme un passe-droit. Alors, quand même, il faut préciser que tous les parents qui ont des enfants, les salariés qui ont des enfants, ne sont pas tous logés non plus. Parce que là, je viens de vous dire que les entreprises étaient très souples, que la parentalité, c'était une joie en entreprise. Non, en fait, il y a une différence fondamentale. On en parle souvent d'ailleurs sur ce plateau, inégalité femmes-hommes. Et ça se retrouve entre les mères de famille et les pères de famille. Des mères qui sont particulièrement touchées par la charge mentale, le niveau de pression professionnelle ressenti par les femmes qui sont largement supérieurs à celui de leurs homologues masculins. Elles sont davantage sollicitées par leurs enfants, notamment pendant le télétravail. Elles ont dû redoubler d'efforts pour assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales, et cela pèse sur leur carrière. Elles sont considérées généralement comme moins mobiles, moins disponibles, moins flexibles, et elles peinent au final à gravir les échelons, selon une étude de l'INSEE basée sur des données de 2017, étude publiée en 2020. Les mères de famille ont 60% moins de chances que les pères d'accéder aux 1% des postes les mieux rémunérés, car les préjugés, les clichés persistent. Et typiquement, les employeurs ont tendance à considérer qu'un père de famille, c'est quelqu'un de très stable. On peut lui faire confiance. Comme il a énormément de choses à faire, il va avoir tendance à être très organisé. Quand une mère de famille, on va considérer qu'elle va avoir tendance à se disperser. Elles seront moins disponibles, elles travaillent moins et sont plus facilement distraites. Merci. Fanny, un dernier mot ? Non, tout simplement. Pour conclure. C'est un vrai challenge pour les entreprises de réussir à contenter tous les collaborateurs. L'idée, c'est de réussir à trouver la bonne formule pour ne pas désavantager les uns pour contenter les autres, mais de contenter absolument tout le monde. Et peut-être tout simplement en finir avec la règle des réunions tardives, des urgences le week-end, réussir à respecter les temps de vie de chacun. Puis cette règle finalement du premier venu, premier servi, c'est peut-être celle-ci la bonne en fait. Premier venu et dernier arrivé. Et dernier servi, c'est comme à la cantine. Sinon on fait des roulements. D'ailleurs, c'est intéressant votre chronique parce qu'elle va faire écho à la question du télétravail, parce qu'elle pose toutes ces questions évidemment. Et on va en parler dans notre débat. Merci Fanny, en tout cas, de nous avoir éclairé sur cette question de sociologie, parce qu'il n'y a pas le droit n'intervient pas sur cette question. Donc c'est au gré, au bon vouloir des DRH et de leur souplesse. On va s'intéresser dans notre débat dans quelques instants après cette pause au télétravail. C'est le sujet d'actualité de la rentrée. On est un peu au milieu du gué parce que la ministre a dérégulé le nombre de jours. L'entreprise fait ce qu'elle veut. Elle peut faire revenir ou pas ses salariés. Pendant ce temps-là, les salariés sont plutôt satisfaits du télétravail. Comment faire ? Est-ce que cela remet en question le code du travail? Est-ce que c'est la fin des 35 heures? Puisque c'est une autre manière de travailler. On va tenter de répondre à toutes ces questions juste après cette pause.